c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, un nouveau direct depuis les studios de Coulommiers-Chamiers à Périgueux. Aujourd'hui, un spécial immobilier, un spécial parcours entrepreneurial, un spécial propriété immobilière. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Rémi Montagu de DNA Home. Monsieur Montagu, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Tout va bien? Tout va bien, ouais. Tout va bien, c'est parfait. Eh bien, écoutez, nous parlerons de tout ceci juste après la chronique. Les actualités de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Actualité. Alors, marché immobilier, qui est quelque chose qui intéresse beaucoup les Français parce que nous voulons tous être propriétaires. C'est marqué dans nos gènes, dans notre destin, dans nos volontés intérieures. Et le marché de l'immobilier, depuis quelques années, si vous voulez, eh ben, il y a des hauts, et il y a des bas, et il y a des hauts et des bas. En 2022, le marché était marqué par une chute significative à cause de la hausse des taux d'intérêt. Vous savez, les fameuses banques, là, lorsqu'elles vous prêtent, il y a des taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt sont élevés, plus c'est cher de rembourser, moins on prend d'emprunt, moins on prend d'emprunt, moins on achète, etc., etc. Donc une baisse brutale des transactions, 1,2 million de transactions en 2021 qui sont tombées à 770 000 fin 2024. C'est pas que le Covid, c'était un véritable phénomène historiquement bas. Du coup, les prix ont reculé avec une correction moyenne de 4 à 7%. Et on a vu aussi, moi j'ai parlé avec des notaires et d'autres professionnels, un mouvement de population des grandes villes vers le rural. Cependant, depuis mi-2024, des signaux de reprise émergent. Les taux d'intérêt se stabilisent, ont tendance à remonter un petit peu, la politique monétaire de la Banque centrale, etc. Bon, en fait, il y a plus de pouvoir d'achat pour les ménages, avec une hausse estimée à 4 à 7 mètres carrés de surface accessible depuis 2023. En gros, il est plus simple depuis fin 2023-2024 d'acheter. Mais le marché du neuf reste plus fragile, avec une chute des mises en chantier et des ventes en berne, et surtout une arrivée, on en parlera aussi, de normes environnementales strictes et extrêmement restrictives qui font qu'il est parfois de plus en plus compliqué d'avoir un logement ou quelque chose aux normes. Et ça va notamment toucher le marché de l'occasion. En résumé, le marché immobilier est en transition. L'ancien montre une reprise timide mais encourageante, avec des conditions de financement qui sont un peu meilleures. Le neuf a encore un peu de mal à sortir de la crise, mais il y a des effets de niche. Et puis surtout, il y a plusieurs marchés. Il y a le marché pour soi, et il y a le marché pour l'investissement. Rémi Montagu, fait quand même 16 ans que vous faites de l'immobilier. Vous êtes passé par un certain nombre d'entreprises, des grosses enseignes nationales et internationales, donc une formation commerciale, marketing profonde, donc une sensation à l'évolution des affaires d'argent, de marché, de cibles et autres. Vendre des maisons, des immeubles, des appartements, c'est quand même assez conséquent. Qu'est-ce que vous pensez du marché immobilier actuellement? Le marché, il est découpé évidemment en plusieurs orientations. Il y a évidemment l'orientation de l'utilisateur, celui qui achète son logement perso. Bon, aujourd'hui, il n'a pas trop grand choix puisqu'il n'y a que des logements anciens vraiment disponibles sur le marché. Il y a très peu de logements neufs, donc aujourd'hui, ce segment est un peu fermé. Et puis dans l'ancien, et la problématique, c'est qu'on est un peu comme dans l'automobile, on a des angoisses qui sont les angoisses quelles produits achetés avec ces histoires de DPE là. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Parce que le consommateur il comprend pas très bien le sens de tout ça. Il y a des règles partout. Voilà. Et ces règles, une jolie maison quand on a un coup de cœur, on a envie d'habiter dedans et puis on pense pas forcément à un problème d'énergie ou ce genre de choses. Ce qui fait qu'on peut acheter des produits qui nous paraissent extraordinaires mais qui en fait sont une catastrophe financière dans le long terme. Or, le logement coûte cher dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on investit de l'argent sur de nombreuses années, avec des crédits, etc. Et si l'acquisition de départ, le tir a été pas très bon, on garde le mauvais tir et ça veut dire que ça sera une difficulté financière après. Ne dit-on pas que l'immobilier, c'est un transport pour l'argent? La pierre, en fait, permet de conserver ses économies par rapport à l'inflation? On ne dit pas ça? Alors,
ceci est vrai dans un passé, elle est beaucoup moins vraie aujourd'hui. D'accord. Parce que l'arrivée des normes fait qu'on est obligé de classifier les produits par rapport à ces normes. Les lois Allure, la loi Elan, tout ce genre de choses. Et je vous disais aussi toutes les classes énergétiques et compagnie. Avec un œuf qui arrive sur le marché avec un niveau de qualité qui n'a rien à voir avec ce qu'a été le marché de l'ancien. Aujourd'hui, on est à la RE 2020, on va sur la 25, on parle déjà de la 31 et de la 37. Donc vous imaginez bien qu'on va se retrouver avec des logements neufs, avec des niveaux de qualité qui vont être encore plus importants en termes d'écart par rapport à l'ancien. Alors ces lois, est-ce qu'elles n'empêchent pas un petit peu les gens d'accéder à la propriété ou à la garder? Alors je pense que les lois elles vont un peu vite. La pensée est bonne. Mais la loi est rapide, c'est-à-dire qu'on est quand même dans pour une fois. Oui, pour une fois, oui. C'est ça. Mais moi, je fais le parallèle un peu avec ce qui s'est passé dans l'automobile. L'automobile, quand j'étais enfant, parce que je suis pas tout jeune, on roulait dans une époque où quand on se déplaçait sur la France, on trouvait des poubelles sur la route, des voitures qui étaient cassées. C'était en tellement mauvais état que elles avaient perdu une partie de la voiture, le châssis était explosé. Enfin, on trouvait ça, c'était fréquent. Et puis est arrivé les normes pour protéger les véhicules, les individus d'abord avec la ceinture, puisque c'était la première norme qui a été obligatoire. Mais aujourd'hui, on avait, au moment où c'est arrivé, une trentaine, une quarantaine... Le contrôle technique a été mis en place après une grande grève des garagistes. C'était aussi pour leur ramener de l'activité plus ou moins contrainte. Il faut voir les deux. Bien sûr, il y a ces deux aspects. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là, puisqu'on a plus de 150 contrôles, il y a de l'écologie, il y a tout ce truc-là. On a dépassé les volontés initiales. Quand on regarde maintenant dans une rue, on ne voit plus jamais une voiture, on va dire, abîmée. Oui, bien sûr. Mais bientôt, il n'y aura plus de voitures du tout, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. OK, on en parle tout de suite. C'est l'invité de la semaine. C'est Rémi Montagut, DNA Home. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Alors, Rémi Montagut, DNA Home, agent immobilier, mais un petit parcours par Philips, NASA Électronique, Bersol, Reckitt Benckiser, Schweppes, Tout Prête, Willow Group Samson, Home Gallery à Périgueux depuis 2006, donc une certaine expérience, c'est-à-dire que monsieur, en fait, a été salarié dans des grosses entreprises pour se faire une expérience durant plus de 20 ans, quasiment 25 ans, et maintenant, cela fait 18 ans qu'il est à son compte. Est-ce que j'ai bien résumé ce parcours? Oui, tout à fait, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Une période de vie de construction auprès de ces multinationales, qui sont très riches, qui permettent de comprendre à la fois le commerce, comme vous l'avez dit, mais surtout j'ai eu la chance d'avoir été dans deux activités importantes qui étaient liées aux consommateurs, notamment chez Reckitt Coleman et chez Schweppes. Et dans ces sociétés, il y a une vraie organisation pour comprendre l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a des moyens importants, on prend du temps, on utilise des cabinets. Ah oui, trouver sa cible, c'est un métier. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Trouver sa cible et faire le produit qui correspond à la cible et l'amener à la clientèle, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à faire. Ce sont des sociétés expertes parce qu'en fait, elles vont investir effectivement beaucoup d'argent dans les études, mais au moment où ils lancent le produit, on a un résultat qui est extraordinaire. C'est-à-dire que les lancements de produits sont très rapides, sont très qualitatifs, qui correspondent vraiment à l'attente consommateur et à une attente consommateur qui continue. C'est-à-dire que le produit est lancé, mais on continue à faire des études, voir comment il réagissent au produit, comment il faut le faire évoluer, etc. Donc, ce sont des très pros dans ce domaine. Ouais, donc ça, c'est une partie... Il n'y a plus aucun amateurisme quand on lance un produit. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, il faut le faire comme il faut. C'est des multinationales qui sont gérées par des bourses. De toute façon, les propriétaires, c'est des caisses de retraite anglaises, ce genre de choses, pour ces groupes que j'étais. Mais c'est aussi une autre expérience qui est différente, c'est rentrer dans les produits techniques. Ça a été le cas chez Samson, ça a été chez Tout Prêt. Donc, des produits qui sont liés à l'activité, non pas forcément que du bâtiment, mais en tout cas de l'équipement du bâtiment. Et là où la technicité est très 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 importante et à un niveau assez extraordinaire, puisque pour donner le métier de Samson et Vélo, ce sont des pompes de relevage, la surpression, etc. Mais c'est aussi des responsabilités extrêmement importantes. Ce groupe a la responsabilité de noyer toutes les centrales nucléaires s'il y avait un problème en Europe. Oui. Parce qu'ils ont un process qualité qui est tel qu'ils ont cette responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes les centrales qui ont été construites, c'est ces pompes de sécurité qui ont été mises en place parce qu'il y a un niveau
d'expertise, une vraie expertise. Alors ça, c'est un exemple, mais c'est aussi la même société va faire les aéroports en sécurité incendie, c'est un truc beaucoup plus rigolo, le Taj Mahal aux Indes, ou la Tour Eiffel, puisque la Tour Eiffel est alimentée en eau par ce système. Et d'ailleurs, elle rouille un peu, là. Ah oui, il doit y avoir des fuites. Il doit y avoir des fuites. Non, pas trop. Mais aussi des pompes qui sont assez sympas, parce que j'ai eu l'expérience de refaire les eaux du château de Chantilly. Et là, on est dans quelque chose qui est très complexe, puisqu'on est obligé de prendre quelque chose de très moderne, qui est donc des activités avec des computers pour la gestion de pression et débit. Mais aussi, on est sur des matériaux très anciens, donc il faut faire attention, pas tout casser, c'est pas l'objectif, et on peut pas prendre un tractopelle et déplacer le château pour poser les nouvelles installations. D'accord. Donc une carrière avec des environnements très pointus, relativement performants, au 0,01% près, de la pression, un besoin d'efficacité, et puis tout d'un coup, vous allez vous mettre à votre compte, vous allez faire de l'immobilier, et si j'ai bien compris, d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, c'est pas de l'immobilier classique, d'achat, vente, etc. Vous avez un produit que vous mettez en place. Alors, en fait, l'histoire est simple. Quand je suis arrivé en Dordogne, j'étais attiré par pas grand-chose en niveau activité. Je savais pas ce que je ferais. Ça m'était arrivé en disant je change de vie. Ah, il y avait une femme, peut-être? Non, même pas. Non, même pas. C'était vraiment le choix déterminé de changer de vie. Et je me dis, bon, ben voilà. Le rural, la tranquillité. Ouais, pas forcément le rural, en tout cas la tranquillité. Ouais, voilà. La tranquillité, la gastronomie. Ouais, c'est ça. Puis une Dordogne qui est superbe, quoi. Dordogne en automne, c'est quelque chose. Voilà. Même en été. Oui, c'est vrai. Bon, bref, donc par rapport à ça, le changement de vie. Et puis, je me lance effectivement dans l'immobilier. Je rentre en formation via un groupe qui s'appelait Guy Hockey à l'époque, donc il me donne le pied à l'étrier, mais bon, au bout de un an et demi, il m'apporte pas grand-chose en fait, donc je les quitte et je deviens totalement indépendant après avoir eu cette formation technique sur l'immobilier. Et je m'oriente essentiellement sur les immeubles, plutôt des maisons de luxe, on va dire, au départ. Je faisais toute la Dordogne pour pouvoir vendre mes propriétés. Et puis on avait eu une crise, bon, il y a la crise, on a appelé ça la crise des Anglais, qui soit en 2008. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais à Dublin, je me souviens très bien. Ouais. Et donc à la suite de ça, je dis je vais faire autrement, et c'est là où je suis rentré dans l'analyse des immeubles de rapport. Et je me suis spécialisé dans ce domaine, et ceci m'a ouvert les yeux il y a 7 ans en disant. Alors, au départ, vous avez ciblé le haut de gamme, le luxe. Il y a eu la crise, et ensuite. Définition immeuble de rapport. Alors immeuble de rapport, c'est-à-dire qu'en fait le client devient non plus un utilisateur, mais devient un investisseur. D'accord, voilà. D'investissement. On achète, on fait construire, dans le but ensuite d'investir et de se faire des revenus avec un rendement. Absolument. D'accord. C'est un placement. Bien sûr. Comme la pierre est un placement. Voilà, tout à fait. Donc spécialisé là-dedans, et puis je vous dis, il y a 7 ans, la réflexion fait qu'arrivaient les fameux DPE, les problèmes de l'énergie en Europe, etc. Et donc je me suis dit, il y a peut-être des voies. Je pense que le marché de l'immobilier va changer totalement. En plus, je lis beaucoup ce qui se passe dans le monde, puisque c'est une culture que j'avais due à mes multinationales. Et voyant ce qui se passait dans des pays scandinaves, ce qui se passait en Chine, qui a une avance sur ce domaine énorme. Et à la suite de ça, je dis, il y a peut-être une orientation à avoir et créer une société qui soit plus de la construction, mais plutôt une société d'ingénierie. C'est ce qu'on a fait. DNAO n'est pas une société de construction. C'est une société d'ingénierie qui a une vraie fonction de travailler sur les ensembles des organisations liées à des investisseurs, puisqu'on est dans ce marché, mais en travaillant sur les segmentations consommateurs. C'est-à-dire qu'on a une segmentation orientée vers des utilisateurs étudiants, on a des jeunes actifs, et on a aussi, bien sûr, une population qui est majeure, qui sont les personnes qui ont une tranche d'âge qu'on a définie entre 60 et 75 ans, qui sont encore des gens, on va dire, en bonne santé, mais qui ont besoin d'avoir un changement de localisation de vie, parce que leur vie, c'est pas forcément une vie à deux, c'est souvent une vie seule. Donc, on recherche à vivre dans une espèce de colocation. Ok. Donc, on se met à son compte, se passe une grosse dizaine d'années pour apprendre ce que c'est qu'être entrepreneur, l'administratif, les papiers, la réalité du terrain, parce que ça fait partie de l'apprentissage, plusieurs expériences, plusieurs cibles, et là, l'expérience ancienne revient et apparaît la création du produit et du concept. Alors, le produit DNA Home, qu'est-ce que c'est ?
Alors Delana Homes, c'est d'abord, Delana Homes, c'est une société, une SAS, qui avait pour objectif de se lancer effectivement dans l'engineering. Vous êtes tout seul ou il y a des associés? Alors les associés essentiels, c'est mon épouse, hein, donc ça fait pas, voilà. Et ce qui permet d'être deux et de faire une SAS, de bénéficier du statut de la SAS et d'être en responsabilité limitée, d'accord. Ouais. Ensuite, le projet au-delà de la société, il y avait une clé majeure qui est quel axe prendre, comment s'orienter et pourquoi. Eh bien, donc on a créé une marque qu'on a appelée Philae. D'accord. Et dans Philae, il y a 4 orientations majeures qui sont en fait l'orientation de la société. Si je ne peux pas remplir les 4 fondamentaux, je ne pourrai pas lancer le produit. Il faut absolument qu'on ait les fondamentaux. Donc les fondamentaux, c'est bien sûr le confort. Donc ce sont des maisons sur mesure, hein, on va le dire aux gens. Voilà, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est orienté effectivement pour simplifier au-delà. Mais si demain matin je faisais de la rénovation, ça serait la même chose. C'est la même pensée. Okay. Donc c'est une pensée qualitative. Qualitative, du confort. La nature de la construction, on est automatiquement dans toutes les nouvelles technologies. Et c'est aussi bien sûr, puisqu'on a des investisseurs, il faut qu'ils aient une rentabilité. S'ils n'ont pas de rentabilité, ça se passera pas bien. Et pour avoir une très bonne rentabilité quand on est investisseur, il faut que le produit soit extrêmement attractif. Ouais. Et ça, c'est une clé énorme dans ce métier. Parce qu'on s'est rencontrés avant, notamment dans une soirée accessible avec Pascal Percheron. J'ai vu un petit peu ce que vous faisiez. Ce sont des choses qui sont belles. Il y a un design. Il y a d'ailleurs un designer professionnel qui travaille avec. Et elles sont aussi éventuellement connectées avec de la technologie. Le terrain, c'est vous aussi? Oui, tout à fait. Donc, en fait, vous fournissez le terrain, un type de maison, et c'est un placement. Tout à fait. En fait, alors j'ai pas fini parce qu'il y en a un quatrième qui est un fondamental, qui est la sociologie. C'est-à-dire que nous, tous nos produits, on fait des études consommateurs, ce qui n'est pas habituel dans ce marché sur des petits volumes, hein, puisqu'on n'est pas une multinationale. On reconnaît l'expérience. Voilà, c'est ça. Donc la sociologie, c'est comprendre le consommateur, pourquoi il est bien, pourquoi ceci, pourquoi cela. On a eu là des logements qu'on a livrés il n'y a pas très longtemps. On a vu les gens qui vivaient dedans depuis 3 mois pour essayer de voir comment ils appréciaient notre proposition. Et on continuera ainsi de suite pour pouvoir faire de l'amélioration continue sur les différentes générations de produits qu'on va sortir. Bien sûr, parce que ça, on l'oublie un peu trop souvent. Vendre des maisons de manière générale, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il vaut mieux trouver une cible très précise. Exactement. C'est le concept de la niche et ça marche toujours beaucoup mieux. Voilà. Alors nous, on a pris une orientation assez forte qui est de dire, on fait d'abord du modulaire, 100% du modulaire, c'est-à-dire de la fabrication en usine. Ce qui permet, évidemment, en usine, on a la chance, évidemment, le constructeur peut faire une précision de tout ce qu'il fait avec du matériel d'usine, pas du matériel de chantier. Je mets pas en cause. C'est pas du préfabriqué, quand même. Ah non, pas du tout. D'accord. C'est pas du préfabriqué, puisqu'on est sur de la très haute technologie au niveau fabrication. Oui, ce que je comprends. Voilà. Ensuite, on utilise des matériaux qu'on n'utilise habituellement pas. Par exemple, nos logements, il n'y a pas de placo à l'intérieur. On se dit, mais comment on fait? On a un système de bois. Ce sont des plaques de bois qui sont compressées et qui sont, au niveau esthétique, qui sont évidemment bien beaucoup plus jolies qu'un placo tout simple. Ensuite, on va utiliser aussi, dans cette pensée de l'ossature bois, on va y introduire toutes les technologies. C'est-à-dire qu'on est bien sûr au-delà de l'Aéro 2020, on a dépassé. On a intégré dans nos logements automatiquement des panneaux solaires, ce qui fait que dans des logements qui sont presque, je dis, on est presque à une autonomie énergétique. En tout cas, on l'est sur l'année globale. C'est le futur, hein. On voit d'ailleurs aux USA, là, ils commencent à faire des maisons autonomes avec des recharges d'énergie pour les voitures. Ils se partagent l'électricité entre eux. C'est le futur. Oui, ça, tout à fait. De toute façon, on sait que l'énergie était un élément clé. Bon, mais c'est pas forcément l'attente que du consommateur, puisque là, on est dans le cas de nos investisseurs. Le consommateur qui, lui, ne paye pas son énergie puisqu'il l'a payé dans son loyer intégré, puisqu'on a un système qui est comme cela, c'est plutôt l'investisseur qui est intéressé. C'est pour ça qu'il faut revenir à la sociologie en disant c'est bien les panneaux solaires, mais celui qui est à l'intérieur, ce qui est important, c'est que lui soit bien dedans. Bien sûr. Donc on crée un environnement qui est... Il s'en rend pas compte en fait. Il a un bénéfice de vie, mais il s'en rend pas compte. Voilà, c'est ça. Par contre, on a créé une documentation pour lui quand il rentre dans le logement, qui est un dossier qu'on appelle le livret d'accueil. D'accord. Pour expliquer comment on doit utiliser un logement qui, lui, est hyper isolé, avec un système de panneaux solaires,
avec tout un tas d'éléments plus qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. D'accord. Donc je prends un exemple pour comprendre ce que je dis. Si vous êtes l'été et que vous avez besoin de la climatisation elle sera pratiquement gratuite en termes de consommation puisqu'on a du soleil au moment où il fait chaud, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut pas parce que c'est gratuit qu'il faut le surconsommer et en fait perdre du confort. Bien sûr. Donc l'idée, c'est de dire à quel moment je vais avoir besoin de climatiser. Finalement, vu la qualité d'isolation du bâtiment, il suffit de mettre une climatisation pendant 1 heure, 1 heure et demie, au moment où il fait le plus chaud. Après, la pièce va conserver évidemment la baisse thermique, puisqu'on bloque grâce à l'isolation. Si vous avez des matériaux qui effectivement maintiennent l'énergie... Exactement. Donc ça veut dire que pendant la nuit, on n'a même pas besoin de climatisation, donc on n'a pas besoin d'entendre le bruit d'un climatiseur, etc. C'est le concept des pierres à l'ancienne qui gardaient la chaleur et qui gardaient la fraîcheur. Exactement, exactement. C'est pour ça que quand j'ai écrit le process de dire de Philae, c'est rien d'autre qu'un endroit très ancien d'Égypte. Et pourquoi ce concept? Parce que Philae, c'est du modulaire finalement. Pourquoi? Parce que quand ça a été construit, c'était pas pensé dans ce sens, mais quand il y a eu la construction du barrage d'Assouan, il a fallu déplacer ce fameux temple parce qu'il était sur une île où il allait être inondé. Donc on l'a démonté petit bout par petit bout et on l'a déplacé sur une autre île. Donc ça veut dire que le modulaire peut même fonctionner pour des produits extrêmement anciens. Alors quand je dis modulaire, c'est découpage de pièces pour pouvoir les déplacer et les mettre en place. Alors cette élaboration produit, c'est vous, je veux dire, mais c'est vous de la conception du matériau, en fait, ou alors est-ce qu'il y a un sous-traitant derrière? Est-ce que c'est une enseigne? Est-ce que vous avez tout mis au point vous-même? Expliquez-nous. Alors, nous, notre métier, puisqu'on est une société d'ingénierie, c'est de mettre tout le concept au point nous-mêmes. Donc vous avez vraiment tout conçu? Tout conçu. Après, vous avez trouvé les fournisseurs, on a trouvé des partenaires, les fabricants, vous avez trouvé les assembleurs et les prestataires. Exactement. D'accord. Voilà. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on a quand même passé 2 années à travailler comme des malades là-dessus, et on a mis au point donc un produit en collaboration évidemment avec des fabricants. Vous l'avez déposé? Alors, le produit n'est pas déposé. Qu'est-ce qui empêche les gens de faire comme vous, en fait? Il faut un peu de travail pour se mettre au point. D'accord. Donc déjà, on prend de l'avance suffisamment pour faire en sorte que les gens ne puissent pas nous rattraper assez aisément, et donc on a le marché. Sachant que c'est une façon de faire, il faut le dire aussi. Sachant qu'on est dans l'amélioration continue, comme j'ai pu le vivre dans les multinationales, et ça veut dire que les produits que j'ai livrés, les premiers, c'était une génération 1, j'ai livré au mois d'août la génération 2, et là on est en train de préparer la génération 3. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on fait de l'amélioration de nos produits. Le premier est déjà très bien, le deuxième aussi très bien, mais on a amélioré tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'il fallait faire pour que le produit soit encore meilleur. Et on a intégré un élément important, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive sur le marché, et il y en a tous les jours, parce qu'aujourd'hui, les technologies arrivent du monde entier, on va l'introduire. Il y a un boom technologique depuis 2 ou 3 ans. Extraordinaire. C'est les effets secondaires de la guerre, d'ailleurs, très souvent. Par contre, il faut tenir compte d'un élément aussi très important. On ne peut pas non plus acheter les produits trop loin, puisqu'il y a une notion de trace carbone. Donc, ça veut dire que c'est intelligent, parce que ça veut dire que ça nous oblige. On a vu la mondialisation, et c'est limite en 2020, durant la crise du Covid. Il n'y a plus rien qui fonctionnait, donc il faut produire à proximité. Exactement. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois chercher l'amélioration continue à l'extérieur, mais aussi essayer de trouver dans un local, c'est-à-dire pas trop loin, pour pas que la trace carbone du transport du matériau coûte trop cher. Vous faites bosser du local, pas trop de plastique, si possible de l'environnement. Exactement. D'accord. Et il faut amorcer la pompe quand c'est comme ça. Il faut un petit peu de budget quand même pour lancer un projet tel que celui-là. Alors donc nous, on a lancer la société avec une technique assez originale aussi, comme le reste. C'est que nous n'avons pas appuyé notre lancement par des banques, mais nous sommes lancés par le lancement d'obligations. C'est-à-dire qu'en fait, nos partenaires financiers sont des privés. D'accord. Qui nous ont aidés. Vous avez émis des parts de la SAS? Non, c'est pas des parts. On émet des obligations. D'accord. Carrément. Donc ça veut dire que ils vont passer chez nous et on leur vous leur promettez un rendement fixe, pas annuel. Ils ont un rendement qui est excellent, qui est bien sûr supérieur à ce que donne le marché, parce qu'il fallait qu'on trouve des partenaires qui croient en nous. Maintenant, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, et on a des gens qui sont renouvellent, parce que ça se passe bien, qui croient en nous, qui nous connaissent. On leur donne les informations des différentes réalisations. Et vous avez fait une levée de fonds en garantissant un rendement annuel, et vous avez créé un produit financier qui éventuellement peut vivre sa vie, être commercialisé, revendu et autres. Absolument. D'accord. Voilà. Ok. Oui, donc c'est un peu original aussi par rapport à la très anglo-saxon, ça par contre. Oui, c'est très anglo-saxon. Mais c'est bien ça.
Disons que c'est un moyen qui nous a permis d'aller très vite. C'est l'autonomie c'est la rapidité et l'autonomie par rapport aux banques. Voilà, c'est-à-dire que en coût économique, si on ramène à la ligne et la façon dont on travaille, on est à peu près au même niveau que si on avait travaillé avec des banques. Ça revient même. Par contre, la différence, c'est que j'ai une liberté d'action que je n'aurais pas avec une banque. Vous avez plus de flexibilité et vous n'avez pas quelqu'un qui éventuellement peut vous dire ce que vous avez à faire. Voilà. Alors, en tout cas, pour la partie développement des produits. Maintenant, on n'est pas complètement idiot. À un moment ou un autre, et le plus vite possible arrivera, on aura aussi un partenaire bancaire, bien sûr, pour faire des investissements de notre nature, puisque la société doit pouvoir investir sur son futur, sur des outils. Investissement, on va le dire, DNA Home, c'est un produit financier, c'est pour faire de l'argent, et les clients qui viennent chez vous, ils viennent pour acheter un logement pour eux, ils viennent pour investir et faire du pognon. 100%. Alors, 100% des gens viennent investir, en fait, c'est ça. 100%, on a des clients, on a des clients qui sont régionaux, on a un client, par exemple, qui est à Bruxelles, donc il n'est pas du tout régional. C'est le moins qu'on puisse dire. On en a d'autres là qui arrivent, qui viennent de l'île de l'Oléron. On en a d'autres qui vont venir de la Champagne. Donc vous fabriquez des logements qui sont amenés à remplir le marché locatif. Complètement. Ok. Mais avec une proposition où un locataire aujourd'hui, il va avoir un appartement qui est totalement équipé. On est au niveau de finition de ce qu'on pourrait trouver dans les grands hôtels. J'ai pas honte de le dire. On va dans une chambre d'Hilton ou à un Sheraton, on a les mêmes qualités. C'est pareil. On a à l'intérieur, on a l'équipement de la cuisine, de la salle de bain, on a les couverts, on a tout. C'est climatisé. Il y a une très grande télévision. Vous avez tous les logements sont individuels. C'est meublé en plus. Tout est meublé. D'accord. Tout est meublé. On a intégré pour les petits studios, plutôt que de mettre des clic-clacs comme c'est le cas, on a inventé l'alcôve. On a remis en place une alcôve, mais modernisée évidemment avec notre époque, avec toute l'électronique qu'il faut pour brancher un téléphone. J'ai assisté à une démonstration sur tablette, c'était joli, c'était très beau. Moi, je dis aux gens qu'il faut aller voir le site dna-home.fr parce que visuellement, ça se regarde aussi, et le concept financier est expliqué. Absolument. Tout est transparent. Il y a aucun à cacher. L'investisseur aujourd'hui, il y a comme un chiffre qu'il faut donner. Aujourd'hui, le ticket d'entrée est à combien? Alors, ticket d'entrée est à peu près à 270 000 € pour un immeuble complet avec 4 logements, d'accord. 4 studios, d'accord. Et après, la rentabilité net, je dis bien net, on est les seuls à parler comme ça en net, c'est de 6%. Ouais, ce qui est bien au-dessus du livret A et de l'inflation. Et on espère par rapport à l'inflation, on espère. Mais par rapport au marché du neuf, on est bien au-dessus, puisque le marché du neuf en France, la moyenne est à 3,50. Et puis ça se revend, quelque chose comme ça prend de la valeur. Bien sûr que ça prend de la valeur, en sachant que toutes nos constructions ont été pensées pour être évolutives. C'est-à-dire qu'on a un local technique. On peut rajouter un garage, Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que les logements, il y a un local technique qui permet de faire fonctionner l'ensemble des logements. Ce local technique est plus grand qu'il n'est besoin aujourd'hui pour préparer le futur et pouvoir intégrer des nouvelles technologies quand elles arriveront dans 5-6 ans pour un immeuble. On le permettra à un client de lui dire, on vous propose, la société d'ingénierie vous propose d'améliorer encore votre immeuble, c'est-à-dire faire une mise à jour comme on peut le faire pour un téléphone ou un truc comme ça. C'est les maisons connectées qu'on commence à voir en Asie, avec la porte de garage qui s'ouvre, les caméras, les déclenchements de climatisation, de chauffage. Ça peut être des gadgets, mais ça peut ne pas être des gadgets, ça peut être des choses fondamentales. Il y a des choses très utiles. Je prends un exemple précis. Si demain matin, les difficultés avec l'eau, puisqu'on a des peurs en France qui commencent à arriver avec des endroits où l'eau n'est plus aussi pure qu'elle n'était, si j'ai besoin de mettre un système de nettoyage de l'eau pour ces logements, en espace de quelques heures, c'est mis en place parce que tout est déjà prévu pour le faire. D'accord. DNA Home, en fait, on fait aussi des projets comme ça, il y a forcément une vision d'avenir. Alors, c'était quelque chose pour vous, pour votre retraite, ou c'est un truc à vendre plus tard ? La société ? Non. C'est une start-up. On l'a fait avec mon épouse. Elle a pour objectif de la pérennité et il y aura probablement des actionnaires qui rentreront dans la société. Mais c'est votre projet, vous restez avec, en fait. Oui, tout à fait. Oui, vous ne construisez pas quelque chose que vous allez ensuite, mais vous construisez autour de vous. Et vous avez une vision de futur, je suppose. Bien sûr. Quelle est votre vision dans les 5-10 ans, là ? En 30 secondes ? En 30 secondes,
30 secondes, il y a plein de projets qui sont déjà dans les tuyaux, ils sont déjà là, et j'en parlerai pas. Un petit scoop pour nous peut-être? Non, impossible. Bon. En tout cas, Rémi Montagu, on vous trouve, je suppose, assez facilement sur dna-home.fr, sur LinkedIn. Vous avez des réseaux sociaux aussi? Absolument. On est localisé rue Gambetta, au 3. Et là, vous pourrez trouver l'ensemble de nos prestations. Et les lancements, c'est pas 3 semaines par an en période finie, c'est vraiment n'importe quand. On vient vous voir et on discute avec vous. Absolument. Et on met au point un produit en moins de 6 mois. Très bien. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci, Monsieur Montagu. Merci. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.